Bonsoir et bienvenue sur LCI. Son avocat juge la peine inappropriée. Gilles Le Gouen, ce Français de 60 ans, accusé d'avoir rejoint les rangs et d'avoir aidé AQMI au Mali, est condamné à 8 ans de prison. Il avait été arrêté par les forces spéciales françaises en avril 2013. Le tribunal de grande instance de Nantes privilégie leur intérêt personnel et leur vie privée. 3 enfants nés par GPA à l'étranger seront finalement inscrits à l'état civil. La Manif pour tous fustige cette décision. Et puis le roi du blues s'est éteint. B.B. King est mort hier à Vegas. Il avait 89 ans. Sa carrière avait commencé dans les années 50. Il a marqué des générations de guitaristes. Un titre notamment a fait son succès, The Thrill Is Gone, sorti en 69. 8 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Gilles Le Gouen, ce Français qui avait rejoint les rangs d'AQMI au Mali, était poursuivi notamment pour avoir pris part à l'offensive des islamistes sur la ville de Diabali en janvier 2013. Antoine Bourdarias et Pierre Baretti. Sur cette vidéo amateur, voici celui qu'on appelle désormais le djihadiste breton. Il vient d'écoper de 8 ans de prison. Il est le premier à être condamné pour soupçon de participation à des actes terroristes. Pour son avocat, la justice se trompe de cible. On est dans une affaire très particulière d'un homme converti à l'islam depuis plus de 30 ans, qui vivait dans le désert depuis plus de 20 ans, qui n'avait aucun projet de retourner en France, qui était au Nord Mali avant d'arriver d'AQMI. Car c'est bien pour avoir combattu dans les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique que la justice poursuit Gilles Le Gouen. Depuis 30 ans, j'ai fait mon chemin dans l'islam. Ce breton a commencé sa carrière dans la marine marchande. Converti à l'islam, il part s'installer au Maroc en 2005, où il se marie. Il s'installe ensuite quelques années en Mauritanie avant d'atterrir au Mali en 2011. Un an plus tard, il apparaît dans une vidéo de propagande d'AQMI pour mettre en garde la France contre une intervention militaire au Mali. Je appelle au peuple français de s'opposer à toute agression qui ne serait pas dans leurs intérêts. Après la reprise de Tombouctou par la coalition franco-malienne, Gilles Le Gouen est en fuite. Il sera finalement arrêté le 28 avril 2013 et ramené en France. Sa femme, présente au procès cet après-midi, affirme qu'il n'a jamais combattu pour AQMI. Gilles Le Gouen, lui, envisage de faire appel de sa condamnation. 3 enfants nés par gestation pour autrui à l'étranger devront donc finalement être inscrits à l'état civil. Malgré la loi, le tribunal de grande instance de Nantes a considéré qu'un refus porterait atteinte à leur intérêt. Une victoire du droit sur les tergiversations politiciennes pour l'avocate des 3 familles, Karim Baldé et Géraldine Desquerou. Les enfants fantômes de la République seront-ils reconnus à part entière? Pour 3 d'entre eux, le tribunal de grande instance de Nantes a dit oui. Il ordonne la transcription à l'état civil français des actes de naissance de ces enfants nés en Ukraine, en Inde et aux États-Unis via la gestation pour autrui. C'est à la fois un très grand bonheur et un très grand soulagement de savoir que le tribunal reconnaît leur enfant. Mais il est vrai que nous avons vu au plus haut sommet de l'État des tergiversations que moi je qualifie de politiciennes. Malgré la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme l'an dernier, le gouvernement restait ferme. La GPA est interdite, donc pas de papier français pour les enfants nés grâce à ce procédé. Après le revirement d'hier soir, certains responsables politiques s'en accommodent. Pas de reconnaissance de la GPA, mais là on voit bien qu'il y a nécessité d'une collaboration internationale, mais quand les gamins sont là, c'est le droit de l'enfant qui doit primer. Intérêt de l'enfant ne veut pas dire impunité des parents, s'insurgent les opposants à la GPA. Maintenant, on est dans une situation complètement hypocrite, puisque en France, c'est interdit, mais que, à travers cette décision, ce qu'on se dit, c'est ne le faites pas en France, mais allez à l'étranger, il n'y a pas de problème. Cette décision pourrait faire jurisprudence. La Cour de cassation doit statuer sur 2 autres cas similaires le mois prochain. Et toujours à propos d'état civil, Christiane Taubira a annoncé sur son compte Twitter qu'une circulaire devrait voir le jour afin de faciliter le changement de genre. Je finalise une circulaire qui indiquera que lorsqu'une personne change de genre, le changement de prénom sera porté sur tous les documents civils, précise la ministre de la Justice. Les indicateurs ne sont pas bons depuis le début de l'année et avril confirme cette mauvaise tendance. Le nombre de tués sur les routes a augmenté de 4,3% par rapport au même mois l'an dernier et ce sont les conducteurs de 2 roues qui paient le plus lourd, tribut Alexandra Guillet et Alain Durand. À l'origine des mauvais chiffres, la hausse des accidents mortels impliquant des motards. Une augmentation en partie liée au beau temps des dernières semaines, propice aux balades en 2 roues, mais pas seulement. Il y a toute une série de comportements qu'il faut bannir sur nos routes.
Je constate, parce que je roule moi-même souvent, soit en voiture, soit en moto, que trop de personnes s'offrent des privautés avec les règles. En 2014, près de la moitié des blessés graves et un quart des morts sur la route étaient des conducteurs de 2 roues. Une campagne de prévention ciblée sur eux a été lancée il y a 15 jours. Mais pour la Fédération des motards en colère, ce focus sur les 2 roues n'est pas justifié. On sait très bien que d'un mois sur un autre, les conditions climatiques, atmosphériques ne sont pas forcément les mêmes et que l'utilisation de 2 roues n'est pas la même. Sauf qu'on s'aperçoit surtout que sur une année complète, sur plusieurs années cumulées, l'accident et la mortalité des 2 roues motorisées est en baisse. Suite aux mauvais chiffres des derniers mois, le gouvernement a lancé en janvier 26 nouvelles mesures. Certaines concernent les motards. Ils auront notamment pour obligation, dès le 1er janvier 2016, d'avoir avec eux un gilet jaune fluo. Les récalcitrants encourront une amende de 11 € en cas de contrôle et même de 135 € s'ils ne le portent pas à la suite d'un arrêt d'urgence. Le gouvernement s'est fixé comme objectif de passer sous le seuil des 2000 morts en 2020. Le rendez-vous donné par Nicolas Sarkozy aux utilisateurs de Twitter a mal tourné. Des opposants à l'ancien chef d'État ont trollé, c'est-à-dire détourné ce qui devait être à l'origine un dialogue bien sûr sérieux. Attaque personnelle, rappel des affaires dans lesquelles il est cité ou moquerie, un élu UMP a aussi largement dérapé. Lilia Bousfoul. Bonjour à tous, c'est Nicolas Sarkozy. C'est une opération qu'il a imaginée et décidée lui-même, explique-t-on à l'UMP. C'est la première fois que je fais un exercice de cette nature. Une opération de communication destinée à échanger avec les tweetos. Je souhaite pouvoir échanger avec vous. Sur son compte, Nicolas Sarkozy répond à des dizaines de questions très sérieuses. Le pouvoir d'achat, la Libye, l'Europe, mais aussi des sujets plus légers. Son revers, avec Marion Bartoli, les dernières séries qu'il a regardées. Des échanges pourtant noyés dans un ensemble de tweets venus parasiter l'initiative, ceux des trolls qui depuis hier enchaînent les attaques. Le bilan du président Sarkozy, sa vie privée et ses questions moqueuses sur les affaires, avec une succession d'allusions à Paul Bismuth. Des interventions plus surréalistes les unes que les autres, celle du fils Sarkozy et cet échange dans lequel il demande une télé plus grande, jusqu'aux propos islamophobes d'un élu UMP. Robert Chardon estime qu'il faut interdire le culte musulman en France. Une procédure d'exclusion du parti est lancée à son encontre. Bref, une série de couacs qui n'ont pas déstabilisé le président de l'UMP, qui préfère pointer l'engouement que l'initiative a suscité et qui, à la fin de l'échange, a donné rendez-vous très rapidement pour un nouveau live. Puisque ça a bien marché, on va refaire la même chose. J'essaierai d'être au rendez-vous du dialogue avec vous. Et toujours à propos de la droite, sachez que la légalité de l'utilisation du nom Les Républicains souhaité par Nicolas Sarkozy et l'UMP sera examinée en urgence par la justice. Plusieurs organisations et élus de gauche critiquent vivement ce choix d'appellation. Le recours sera examiné le 22 mai. Le président Nkurunziza est rentré dans la capitale burundaise. Vous voyez à l'image ce convoi officiel. Il a remercié les forces de défense et de sécurité pour leur efficacité et leur rapidité à stopper le putsch et annoncer la réouverture des frontières du pays. Dans l'après-midi, dans la capitale, les tensions ont été vives. Les manifestations ont repris dans plusieurs quartiers. La police a répondu à coups de tirs de sommation. Ils sont originaires du Bangladesh ou de Birmanie, persécutés dans leur pays et désormais refoulés par la Thaïlande ou l'Indonésie, pays qu'ils souhaitaient rejoindre. Des milliers de migrants sont en perdition dans les mers d'Asie du Sud-Est. Marlène Seguin. Après 3 mois et 10 jours en mer, ils sont une centaine à avoir accosté sur les côtes indonésiennes. Une centaine à être passés entre les mailles du filet d'indifférence tendu par les États de l'Asie du Sud. Ces rescapés viennent du Bangladesh ou de Birmanie et beaucoup sont des Rohingyas, l'une des minorités les plus persécutées au monde. Plus au nord, près de la Pang, 600 autres ont été acceptés. Mais ces laissez-passer sont exceptionnels et surtout provisoires. Si vous voulez mettre en place des logements et une sorte de camp, il faut que ce soit dans un cadre international avec l'aide d'autres pays. Sinon, le coût sera trop élevé pour les États de la région. Car il serait encore 8000 à dériver. Sur ces images, des bateaux repoussés ce matin au large de la Thaïlande.
Les marines thaïlandaises, malaisiennes et indonésiennes doivent cesser de jouer au ping-pong humain avec ces gens et doivent les laisser accoster pour recevoir l'assistance humanitaire dont ils ont besoin. Mais ces derniers jours, la Thaïlande préférait envoyer des colis alimentaires par hélicoptère à des survivants affamés. Elle allait fêter ses 114 ans. La doyenne des Français, Olympe Amaury, est décédée mardi à Amilly, dans le Loiret. Elle n'a détenu le titre que 41 jours. À propos de la longévité de sa mère, son fils disait « Elle n'a jamais fait de sport, n'a pas mangé 5 fruits et légumes par jour. Elle ne voyait jamais le médecin. C'est peut-être ça. » Allez, regardez ces images. Same old place, sweet home Chicago. Vous vous souvenez peut-être de ce moment, il y a 3 ans, à la Maison-Blanche, lors d'un concert, Barack Obama avait partagé un joli moment avec B.B. King. Aujourd'hui, bien sûr, le président américain rend hommage au roi du blues, hommage qui se multiplie. Ringo Starr, le batteur des Beatles, a aussi salué sa mémoire sur Twitter. B.B. King, décédé donc hier à Vegas à l'âge de 89 ans. Il laisse derrière lui un nombre immense de succès. Retour sur cette merveilleuse carrière avec Noé Gandillo. Toute sa vie, il a joué avec une Gibson noire qu'il surnommait affectueusement Lucille. Au fil du temps, les guitares se sont succédées. La passion de B.B. King, elle, est restée intacte. Né en 1925 dans une plantation de coton, Riley King est tout jeune lorsqu'il quitte son Mississippi natal pour le Tennessee et Memphis, la capitale du blues. C'est là qu'il acquiert le surnom de Blues Boy, initial BB. Dans les années 50 et 60, il enchaîne les tubes, mais c'est The Thrill Is Gone, enregistré en 1969, qui lui assure un succès mondial. L'influence de B.B. King sur le rock est immense. Parmi ses nombreux disciples, Eric Clapton, avec qui il a collaboré, ou encore U2. Malgré des problèmes de santé, le King ne s'est jamais arrêté de jouer du blues. Le blues me fait du bien quand je vais mal, et me fait aussi du bien quand je vais bien. C'est un peu comme une musique religieuse pour moi. B.B. King est mort à Las Vegas à 89 ans, une Gibson noire, probablement à ses côtés. Et direction Cannes pour finir, 3e journée du festival et des films plutôt difficiles en compétition aujourd'hui. Sophia, film sur la Shoah du Hongrois Laszlo Nemes, et The Lobster, le homard, un film avec les acteurs Colin Farrell ou encore Rachel Weisz qui oblige les célibataires à trouver l'amour sous 45 jours, sous peine simplement d'être transformés en animal. Un côté absurde qui a largement divisé aujourd'hui lors de la projection, un film déroutant selon le public. On en reparle plus longuement à 19h30 avec Évangéline Barbaro. À tout à l'heure.